plus grand avion de ligne au monde est secoué par une explosion en plein vol. On a perdu un moteur. Il y avait une fuite de carburant et les commandes de vol étaient endommagées. Les messages d'alerte s'accumulent. Quoi encore? L'énorme appareil subit une série de pannes critiques. Qu'est-ce qui se passe? La vie des 440 passagers est en jeu. Et la situation ne fait qu'empirer. Il y a des pannes en cascade. La piste est trop courte. Bon sang. C'était comme un exercice de simulateur, mais cauchemardesque. Le vol Qantas 32 se ravitaille en carburant lors d'une escale à Singapour. L'A380 de la compagnie australienne est à mi-chemin d'un vol marathon de 22 heures pour relier Londres à Sydney. Après 2 heures d'escale, l'équipage est presque prêt à redécoller. Très peu de pilotes sont formés sur l'A380. C'est une élite dont fait partie Richard de Crespigny, ancien pilote de chasse. Tout le monde est prêt? L'A380 est à la pointe de l'innovation, de l'automatisation et de l'excellence. C'est le plus gros appareil du monde et aussi le plus complexe. Matt Hicks, le copilote, a pour principale responsabilité de surveiller les innombrables écrans et indicateurs électroniques du tableau de bord ultramoderne. C'est normal, Richard. On avait tous déjà volé ensemble. Ça facilite les choses. Parce qu'il n'y a pas besoin de briser la glace. Et il n'y a pas d'incertitude. On se connaissait tous déjà très bien. Mark Johnson est le second officier. Ça va? C'est tout bon. Les 3 pilotes vont se relayer aux commandes durant les 7 heures de vol restantes. L'A380 est un très gros porteur. C'est le premier appareil jamais construit avec un double pont sur toute sa longueur. Ce géant écrase de sa taille les autres avions de ligne et il peut accueillir jusqu'à 525 passagers. Je n'avais pas réalisé à quel point l'A380 est énorme avant de monter à bord. Dans la cabine, tout paraît plus grand. Il y a plus de rangées de sièges, un étage. Durant le vol, le commandant de Crespigny subira une évaluation, une procédure annuelle obligatoire pour tous les pilotes de Qantas. Les 2 inspecteurs, Harry Wabon et Dave Evans, sont des vétérans de l'aviation civile. L'évaluation rend certaines personnes nerveuses. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Ok. Tout le monde est content? Comme il allait être évalué, Richard était un peu hésitant, bien sûr. Donc il a demandé si tout allait bien. J'ai dit, ouais, ça va. Mais s'il te plaît, pas d'accident. Qantas 3-2, clairance de décollage sur la piste 20. Qantas 3-2, prêt à décoller. Ok, c'est parti. Poussée 80 nœuds. Ce n'est pas parce qu'un appareil est plus automatisé qu'il est plus facile à piloter. C'est juste différent. L'A380 dispose de 4 énormes moteurs Rolls-Royce fournissant chacun plus de 32 000 kg de poussée. Des moteurs fantastiques, très fiables. V1, ok. Le vol Qantas 32 décolle à 9h57, heure locale, exactement comme prévu. Les passagers bénéficient d'une vue fantastique de la manœuvre, grâce à la caméra installée sur la queue de l'appareil. L'atmosphère était très détendue dans la cabine.
Depuis qu'on était installés dans nos sièges, tout le monde discutait. 250 000 capteurs veillent au bon fonctionnement de tous les systèmes de vol. Pilote automatique. On. L'A380 est de loin l'avion de ligne le plus automatisé. Checklist de montée. Commande automatique de poussée engagée. ICAM, OK. Le système ICAM pour Electronic Centralized Aircraft Monitoring, soit moniteur électronique centralisé, signale la moindre défaillance à l'équipage. Il est 10h01, à peine 4 minutes après le décollage. On a perdu un moteur. Comme une voiture qui pétarade. On a entendu le bruit d'une énorme explosion. Tout le monde s'est regardé. On se demandait ce que c'était. Et je crois que ma première pensée a été « Seigneur, peut-être que c'est la fin ». La première chose à laquelle on pense en cas d'explosion, c'est une panne moteur, avec peut-être des gros dégâts. On a perdu le numéro 2. Il faut maintenir l'altitude. Le commandant De Crespigny reprend immédiatement le pilotage manuel. Ses 35 ans d'expérience lui permettent de réagir sans hésiter. J'ai appuyé sur le bouton de maintien d'altitude pour que l'appareil revienne à l'horizontale. Matt, ICAM. OK. Le commandant de bord demande au copilote d'examiner les données du système ICAM. Chaque message doit être analysé et nécessite une réaction appropriée. Il fallait tout passer en revue pour essayer de comprendre la situation. Tandis que le commandant fait appel à toute son expérience pour maîtriser l'appareil, Matt Hicks est confronté à une avalanche de messages d'alerte. Les nombreuses défaillances ne semblent pas liées entre elles. On ne peut pas savoir combien de messages sont encore en attente. On sait juste qu'il y en a d'autres, parce qu'une flèche s'affiche en bas de l'écran. Au départ, le nombre de messages d'alerte était assez déroutant. Le commandant a besoin d'avoir la voie libre. Panne. Qantas 3-2, panne moteur, maintien de l'altitude à 7500. Et du cap en cours. Qantas 3-2, dites-nous ce que nous pouvons faire. J'ai lancé un message de panne. En conséquence, tous ceux qui sont à l'écoute savent que nous avons un problème. Les contrôleurs doivent dégager l'espace aérien et ne pas nous ennuyer avec des communications pour nous laisser régler le problème. Cependant, les messages d'alerte continuent de s'accumuler. Surchauffe du moteur 2. Le réacteur endommagé est dangereusement chaud. Malgré toute sa technologie, l'appareil risque d'être dévoré par les flammes. On ne pouvait pas voir le moteur lui-même parce qu'il était sous l'aile. Oh mon Dieu! Mais on voyait le carburant qui s'échappait. Les ailes de l'appareil contiennent des tonnes de carburant hautement inflammable. On se demandait ce qui allait se passer. L'équipage veut couper l'alimentation en carburant avant que le moteur prenne feu. L'interrupteur sur off? OK. Mais il est trop tard. Un voyant d'alerte signale que le moteur a pris feu. En raison de sa nature imprévisible, un incendie en vol constitue l'une des pires situations d'urgence et il est rare que l'équipage puisse éviter la catastrophe. Le 11 juillet 1991, à Jeddah, en Arabie Saoudite, de la fumée commence à s'infiltrer dans la cabine d'un DC-8 qui vient de décoller. Tandis que les pilotes tentent de se poser, l'appareil est entièrement ravagé par les flammes. Il n'y a aucun survivant parmi les 261 personnes à bord. Pour l'équipage du vol Qantas 32, le seul espoir est d'activer les extincteurs à l'intérieur du réacteur en flammes. Extincteur sur numéro 2. OK. Les pilotes retiennent leur souffle. Le voyant s'est éteint. Je crois que c'est bon. Il me faut une confirmation. C'était stressant. C'était difficile.
Si on avait eu un incendie sur l'aile pendant tout le vol, on aurait essayé de se poser rapidement, plutôt que de chercher à résoudre d'autres problèmes. Marion Carroll est assise au-dessus de l'aile gauche, ce qui lui permet de voir toute l'étendue des dégâts. Je pouvais voir qu'il y avait un trou dans l'aile causé par l'explosion. Et d'après ce que je voyais, c'était un gros trou d'1 mètre environ. Et il y avait des bouts de métal déchiquetés qui dépassaient. À 6300 km, à Sydney, le centre opérationnel de la compagnie Qantas reçoit les données transmises en temps réel par l'appareil. Alan Milne, le directeur du département d'ingénierie, est stupéfait. Il se passe quelque chose avec le vol 3-2. Les messages transmis par l'appareil concernaient tellement de systèmes différents que nous n'arrivions pas à comprendre. Pendant ce temps, des débris d'avions sont retrouvés sur l'île de Batam, en Indonésie. Une découverte qui pousse les médias à spéculer sur un possible crash d'un appareil Qantas. Kevin Chapman est un enquêteur du ATSB, le Conseil australien de la sécurité des transports. Alerté par les rumeurs de crash, il comprend tout de suite que la situation est grave. L'ATSB a une cellule de veille médiatique et nous avons tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. Au départ, il était question d'un crash au large de l'Indonésie. Bon sang. Un A380 de Qantas s'est écrasé. Donc nous étions inquiets. Il est déjà arrivé que l'explosion d'un réacteur mène à la catastrophe. Le 19 juillet 1989, un DC-10 de United Airlines vole à destination de Chicago lorsque soudain le moteur monté sur l'empennage explose. Des débris endommagent les circuits hydrauliques des commandes, rendant l'appareil presque impossible à maîtriser. L'atterrissage en catastrophe à Sioux City dans l'Iowa fait 111 victimes sur les 296 personnes à bord. À bord du vol Qantas 32, Matt Hicks, le copilote, analyse les messages d'alerte du système informatique qui continuent de s'accumuler. L'équipage doit gérer chaque panne l'une après l'autre. Ok, j'ai réglé les 2 premiers problèmes. C'est quoi encore? Circuit hydraulique. C'était comme ces machines à servir dans les restaurants. Dès qu'on prend une assiette, il y en a une autre qui arrive, et une autre, et une autre, et une autre. Dans les exercices de formation, il y a probablement 2 ou 3 messages d'alerte successifs. Mais là, nous en avons eu 58, je crois. Je n'avais jamais dû en gérer autant. 5 minutes se sont écoulées depuis l'explosion du moteur numéro 2. L'A380 est désormais à 70 km au sud de Singapour et se dirige vers la haute mer. Les pilotes veulent faire demi-tour, mais sans savoir précisément quels dégâts l'appareil a subis, la manœuvre peut se révéler dangereuse. La liste des défaillances qui continue de s'allonger met les nerfs de l'équipage à rude épreuve. La moindre erreur de pilotage risque d'aboutir à l'une des plus grandes catastrophes dans l'histoire de l'aviation. Au centre opérationnel de Qantas, les ingénieurs tentent également de comprendre l'avalanche de messages d'alerte. L'A380 semble frappé par presque toutes les pannes imaginables et personne ne sait combien de temps encore il pourra voler. Il y a des pannes en cascade. Au départ, j'avais l'impression que c'était un problème d'affichage et que l'appareil envoyait de faux messages d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Circuit pneumatique, hydraulique, électrique, endommagé. Panne d'alimentation de l'aile gauche, volet, bec et aileron endommagés, mais encore opérationnel. Dave, je voudrais que tu informes les passagers de la situation. Mesdames et messieurs, Nous avons un problème de moteur. Il était très calme, très rassurant. Le ton de sa voix était très rassurant. Le commandant de Crespigny sait que le temps presse. Les pannes s'accumulent et l'appareil risque d'être bientôt incontrôlable. Il faut se poser le plus vite possible, ce qui nécessite de faire demi-tour pour revenir à Singapour. Singapour, Qantas 3-2, nous devons rentrer nous poser à Singapour.
Qantas 3-2, Singapour, virage à gauche, cap 020. On est assez stable pour ça? On va bien voir. Sachant qu'il risque de perdre le contrôle de l'appareil à tout instant, le commandant entame le virage avec une prudence extrême. Il faut du temps pour préparer l'atterrissage et comprendre comment l'appareil se comporte. Mais à mesure que le temps passait, la situation se détériorait de plus en plus. Donc il fallait absolument se poser le plus vite possible. L'aéroport de Singapour est le plus grand dans un rayon de 350 km. Son énorme piste offre la meilleure chance de poser l'appareil en toute sécurité. La piste de Singapour fait 4 km de long et normalement il faut 1800 mètres lorsque l'appareil a la masse maximale à l'atterrissage. Mais nous étions en surcharge de 40 tonnes. Le demi-tour se déroule sans incident, ce qui met les pilotes en confiance. L'énorme appareil ne semble pas entièrement hors de contrôle. Cependant, un atterrissage comporte bien plus de difficultés qu'un simple demi-tour. Les pilotes ont besoin d'en savoir plus sur les dégâts subis par l'appareil. Marc, tu peux aller voir l'aile? J'y vais. À partir du cockpit, on ne peut pas voir les ailes ni les moteurs. Donc il fallait que Marc nous fasse un compte-rendu. Au bout de quelques minutes, un des pilotes est sorti du cockpit et il a commencé à regarder à travers les hublots. Alors je l'ai appelé en disant « Venez à m'arranger, d'ici on voit très bien le trou dans l'aile ». Ce que découvre le second officier est extrêmement inquiétant. L'aile a été entièrement perforée par une explosion venant du dessous. La cause semble évidente, une explosion du moteur intérieur gauche. C'est grave ? Non, ne vous inquiétez pas. Alors? L'explosion a perforé l'aile et il y a une fuite de carburant. Bon à savoir. Il était extrêmement important d'envoyer quelqu'un voir les dégâts. C'était précieux d'avoir un pilote qui revienne en disant « Bon, voilà la situation ». D'autant plus que c'était quelqu'un en qui on avait confiance. C'était comme si on était allé voir nous-mêmes. Le grand nombre de pannes s'explique désormais. Les circuits des commandes de vol passant dans les ailes ont probablement été endommagés par les débris du moteur. Étant donné qu'un grand nombre de circuits hydrauliques passent dans les ailes, bien sûr, ils avaient été endommagés. Donc la situation nous semblait plus claire. Il y avait tellement de messages d'alerte qu'il a fallu 55 minutes à Matt pour stabiliser l'appareil et empêcher la situation de se dégrader. C'est sans précédent dans l'histoire de l'aviation. Mieux comprendre la situation ne facilite pas le pilotage pour autant. Les circuits électriques et hydrauliques endommagés représentent un risque et les pilotes décident de tourner en rond près de l'aéroport le temps de mettre au point une stratégie pour l'atterrissage. Dave, il faut que tu fasses les calculs. Dave Evans est mis à contribution. 3 moteurs, pleine charge. L'inspecteur utilise le logiciel d'atterrissage de l'A380 pour calculer la longueur de piste nécessaire avec les réservoirs pleins. L'ordinateur dit que la piste est trop courte. En demandant au système de prendre en compte 9 défaillances de l'appareil et les conditions de surface à Singapour, je n'arrivais pas à obtenir une réponse. L'énorme appareil est en surcharge. Il n'a presque rien consommé des 105 tonnes de carburant embarqués pour le vol jusqu'à Sydney. On pourrait faire un largage? Bonne idée, mais les pompes ne marchent plus. Bon sang. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? La grande quantité de carburant inflammable rend toute tentative d'atterrissage trop dangereuse. Nous avions 40 tonnes de plus que la masse maximale à l'atterrissage. Et plus l'appareil est lourd, plus il va vite et plus la piste doit être longue. Dave Evans fait une nouvelle simulation d'atterrissage, mais en donnant cette fois à l'ordinateur des chiffres plus optimistes. Dans l'industrie aéronautique, beaucoup de gens pensent que les ordinateurs sont infaillibles. Mais si on a un ordinateur chez soi, on sait très bien que c'est faux. Ok. Ça a l'air faisable, avec une marge de 139 mètres.
Une marge de 139 mètres sur une piste de 4 km, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est toujours mieux que d'avoir une piste trop courte de 139 mètres. Quelle vitesse d'approche? 146 nœuds. 146? C'est pas possible. C'est trop lent. Il nous a donné cette vitesse. J'allais la rentrer dans le calculateur de gestion de vol et tout à coup, j'ai pensé, ce n'est pas possible, c'est trop lent. Il est crucial de maintenir la bonne vitesse lors de l'approche. Si l'appareil est trop lent, il risque de décrocher et de s'écraser. S'il est trop rapide, il risque de ne pas s'arrêter avant la fin de la piste. Avec 20 nœuds en plus, ça irait? Bien vu, Matt. Oui, 166 nœuds, ça irait. J'aime à penser que nous avons fusionné le cerveau de tous les pilotes dans le cockpit et que nous avons utilisé cette intelligence collective pour résoudre les problèmes dans l'instant. Parce que nous étions face à des difficultés imprévues et imprévisibles. Au centre opérationnel de Qantas, Alan Milne constate que le vol 32 a commencé sa descente. Tout ce qu'il peut faire désormais, c'est espérer que les pilotes réussissent l'atterrissage très risqué. Ça y est, le vol 3-2 est en approche. Il alerte les services d'urgence de l'aéroport. Le plus grand avion de ligne au monde va effectuer un atterrissage forcé et les vies de 469 personnes à bord sont en jeu. Nous connaissions l'équipage personnellement, donc nous étions inquiets. Singapour, Qantas 3-2, nous avons besoin d'une longue approche. Et prévoyez des services d'incendie, il y a une fuite de carburant. Bien reçu, Qantas 3-2. Vous avez la clairance pour descente finale. 5 pilotes chevronnés mettent toute leur expérience en commun. Volet. Pour tenter de se poser sans incident. C'est parti. Le commandant ignore encore si l'appareil a la précision nécessaire pour un atterrissage. 4500 pieds. Il décide de vérifier avant qu'il ne soit trop tard. Vérification des commandes de vol. Lorsque les capacités aérodynamiques de l'appareil sont inconnues, il faut faire un test avant de se poser. C'est ce qu'on appelle la vérification des commandes de vol. Ok. Voyons ce qu'on peut faire. Le commandant incline légèrement l'appareil vers la gauche, comme s'il s'alignait sur la piste. Nous avions perdu 65% du contrôle en roulis. Donc je savais que nous devions certifier l'appareil nous-mêmes avant d'essayer de nous poser. Ok. Lorsqu'il tente d'incliner l'appareil à droite, le commandant se heurte rapidement aux limites des commandes endommagées et il ne peut effectuer la manœuvre qu'avec de grandes difficultés. Compte tenu de la réaction des commandes de vol restantes, nous savions que notre marge de manœuvre allait être très restreinte pour l'atterrissage. Lorsque nous avons fait la vérification des commandes de vol, j'ai trouvé que c'était plutôt mou. Et Richard aussi, je crois. Les pilotes savent qu'ils n'auront qu'une seule chance pour s'aligner sur la piste sans correction de dernière minute. De plus, un autre problème se pose, potentiellement catastrophique. Panne du train d'atterrissage. Le système qui descend le train d'atterrissage automatiquement est endommagé et les pilotes ne peuvent couvrir la trappe en espérant que l'effet de la gravité suffise. Trappe ouverte. Ok. Si le train d'atterrissage ne se verrouille pas en position, la catastrophe guette. Il faut suffisamment de roues pour soutenir l'appareil et des freins pour s'arrêter. Le train d'atterrissage met 2 minutes entières à descendre sous l'effet de son propre poids. Full green. Train d'atterrissage en position. Le bruit de l'air change quand le train d'atterrissage sort. C'est toujours rassurant à entendre. On dit toujours que le décollage et l'atterrissage sont les moments critiques. Donc on était conscient du fait qu'on allait entrer dans une phase où il y avait plus de danger au moment de se poser. Le vol Qantas 32 devrait toucher terre dans 2 minutes. Attention à la vitesse. Un peu plus doucement. Le commandant baisse les gaz pour voler le plus lentement possible et pouvoir s'arrêter plus facilement. Vitesse basse. Un peu plus vite. Vitesse basse. L'appareil a frôlé le décrochage.
S'il ralentit encore, la portance deviendra insuffisante et il tombera comme une pierre. Inversement, s'il va trop vite, il risque de ne pas pouvoir s'arrêter au bout de la piste. Le pilote doit faire preuve de doigté. Voilà, vitesse stable. Trop vite, on sort de la piste. Trop lentement, c'est l'alerte de décrochage. Malgré les commandes de vol endommagées, il faut aussi aligner l'appareil sur la piste. Comment est le vent de surface? 170 degrés à 5 nœuds. Les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur. L'appareil endommagé ne pourra pas faire demi-tour pour une nouvelle tentative. Tout le monde est prêt? Finalement, on a dit bon, personne n'a rien à ajouter. Ok, alors on y va. Les services d'incendie sont prêts? Affirmatif. 100. On pense à ses enfants, à sa femme. C'est normal. Et puis, on retrouve sa concentration. 50, 40, 30, 20. À quelques mètres du sol, l'alerte de décrochage se déclenche à nouveau. Là, je commence à me poser des questions. Est-ce que les performances sont correctes? On ne dirait pas. En tant que passager, on ne savait pas qu'il y avait autant de problèmes. Vitesse basse. À chaque seconde, l'appareil dévale 80 mètres de piste. Nous avions perdu un inverseur, la moitié des déporteurs ne fonctionnaient pas et les ailerons ne freinaient pas non plus. Si l'appareil ne ralentit pas rapidement, il risque de sortir de la piste et de rencontrer des obstacles qui pourraient crever les réservoirs pleins de carburant. L'avion ne ralentissait pas. Freine! Matt a crié. Freine! Allez, freine! À fond! Freine à fond! C'est ce que je fais! À ce moment-là, il a dit... Je suis en train d'écraser la pédale! Continue, Richard, à fond! Enfin, après avoir frôlé la catastrophe, le vol Qantas 32 s'immobilise à 150 mètres du bout de la piste. Celle-là même où il avait décollé 2 heures plus tôt. Merci mon Dieu. Magnifique. Bienvenue à Singapour. Je suis vraiment fier du comportement de toutes les personnes à bord ce jour-là. Les techniciens, les pilotes, l'équipage de cabine. Parce que nous avons pris les décisions ensemble, comme une équipe soudée. À ce moment-là, je me suis dit que le danger était passé. Et je suis sûre que les autres passagers ont pensé comme moi. On avait atterri sans incident. Les problèmes semblaient derrière nous. Néanmoins, le carburant continue de s'échapper, juste à côté des disques de frein surchauffés. Il y avait de la fumée qui sortait du train gauche et du carburant qui fuyait tout autour. Les passagers voyaient le carburant qui sortait de l'aile. Et des alarmes se sont déclenchées dans le cockpit. La situation était presque aussi grave que pendant le vol après l'explosion du moteur. L'appareil qui a frôlé la catastrophe en plein ciel risque d'être la proie des flammes sur la terre ferme. À ce moment-là, je n'arrêtais pas de regarder ma montre. Intérieurement, j'étais très tendue. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne nous laissait pas descendre de l'avion. Ici le commandant. Il faut que les passagers restent assis pour l'instant. Pourquoi c'est si long? À ce moment de grande tension, il était important d'envoyer de la mousse sur la piste pour réduire le plus possible le risque d'incendie. Tandis que les pompiers répandent une mousse retardatrice de combustion, le commandant doit faire un choix difficile, garder les passagers à bord ou évacuer l'énorme appareil. La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est quand il y a des gens chez vous, ils sont plus en sécurité dans votre maison ou ailleurs.
Le vol British Air Tour 28 de 1985 est un terrible exemple des risques de la même situation. Le décollage du Boeing 737 est annulé suite à la surchauffe d'un réacteur qui prend feu. Les pilotes freinent et quittent la piste de décollage. L'évacuation commence quelques secondes plus tard. Mais l'incendie de carburant remplit la cabine de fumée. Les pompiers interviennent rapidement. Néanmoins, pour beaucoup de passagers et membres d'équipage asphyxiés par les fumées toxiques, il est déjà trop tard. Il n'y a que 82 survivants sur les 137 personnes à bord. Le commandant de Crespigny sait que les 16 glissières de secours permettent d'évacuer l'appareil en 90 secondes. Mais il sait aussi que le prix à payer est élevé. 5 à 10% des passagers seraient gravement blessés. Quand l'évacuation commence, on ne peut plus l'arrêter. Nous avons décidé de garder les passagers à bord parce qu'à l'extérieur, c'était toxique. Le commandant estime que pour l'instant, les passagers seront plus en sécurité à bord que sur la piste trempée de carburant. Interrupteur général des moteurs. Les pilotes commencent la procédure d'arrêt des moteurs. Veuillez arrêter le moteur numéro 1. C'est alors que le capitaine des pompiers leur signale encore un nouveau problème. C'est fait, ils sont tous arrêtés. Il a raison. Le numéro 1 tourne toujours. Arrête-le. Hey, non. Ça marche pas. Les commandes permettant d'arrêter le moteur extérieur ont elles aussi été endommagées. Maintenant, il y a ce moteur qu'on n'arrive pas à arrêter. La situation devient de plus en plus dangereuse à l'extérieur. C'est complètement improbable. En fait, c'était comme un exercice de simulateur, mais cauchemardesque. Les pompiers ne peuvent intervenir tant que l'un des plus gros réacteurs au monde continue de tourner à quelques mètres. Alan Milne, le directeur du département d'ingénierie de Qantas à Sydney, est alors consulté. Envoyez de l'eau. Ils ont braqué un de leurs canons à eau droit sur le moteur. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que ces moteurs sont conçus pour fonctionner en pleine tempête. Donc malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Il faut 1 heure entière aux pompiers pour éliminer tout risque d'incendie de carburant en répandant suffisamment de mousse sur la piste. Des escaliers moins dangereux que les glissières sont mis en place. L'évacuation en urgence n'est désormais plus nécessaire. Mesdames et messieurs, Merci de votre coopération. Vous allez maintenant pouvoir débarquer. Les passagers peuvent finalement quitter l'appareil en toute sécurité. Enfin, on a pu sortir de l'avion, à notre grand soulagement. Et j'ai remarqué que j'avais les jambes qui tremblaient. Je me suis dit, tiens, pourquoi je tremble comme ça? J'étais probablement plus nerveuse que je ne le pensais. Tous les passagers quittent l'appareil sans incident. Mais le moteur numéro 1 refuse toujours de s'arrêter. Oui. Qu'est-ce qu'on peut essayer à part le canon à eau? Essayez avec de la mousse anti-incendie. Nous n'avions plus le choix. Il fallait essayer avec de la mousse. De la mousse anti-incendie. Ils ont envoyé cette mousse à l'avant du réacteur et cette fois, il s'est arrêté. 3 heures après l'atterrissage forcé, les pilotes ont enfin le feu vert de la tour de contrôle. Qantas 3-2, j'ai le plaisir d'annoncer que le moteur s'est enfin arrêté. Merci Singapour. À tout à l'heure. Bravo, beau boulot. Bravo, Marc. Quelques minutes plus tard, les pilotes peuvent voir les dégâts pour la première fois. J'étais choqué. Je n'avais jamais vu des dégâts aussi importants. Alan Joyce, le PDG de Qantas, fait une déclaration fracassante. Tous nos A380 seront suspendus jusqu'à ce que les exigences de Qantas en matière de sécurité soient remplies.
Notre PDG en personne nous a demandé « Est-ce que vous pouvez m'assurer que cet incident ne va pas se reproduire ?» Et nous ne pouvions pas lui dire oui. L'avenir de toute la flotte d'A380 de Qantas dépend désormais du verdict des enquêteurs sur un seul moteur. Très peu de fabricants sont capables de produire ces gros réacteurs double flux et Rolls-Royce est la référence. Quel désastre! J'ai jamais vu ça. Simon Grumet, ingénieur en matériaux, participe à l'enquête. Partout, il y avait des débris et des trous. Les dégâts étaient vraiment importants. C'était notre première constatation et dès ce moment-là, nous avons su que cette enquête allait être très importante, en particulier pour la TSB. L'importance des dégâts augmente la pression sur les enquêteurs. Un incendie moteur qui n'est pas contenu, c'est un événement assez rare, même pour un enquêteur spécialisé. Donc nous savions que cette affaire devait être prise très au sérieux. Parmi les débris retrouvés au sol, il y a notamment un disque de turbine en plusieurs morceaux. Cette pièce en alliage de nickel est pourtant l'une des plus solides de tout l'appareil. Il faut envoyer ça à Rolls-Royce. Nous savions qu'il y avait eu une défaillance d'un disque de turbine. Il restait à découvrir pourquoi. Le disque de 160 kg compte parmi les éléments essentiels du moteur. En tournant pour envoyer l'air dans la chambre de combustion, ces énormes aubes de soufflantes peuvent atteindre la vitesse du son. Au laboratoire de Rolls-Royce, les ingénieurs remarquent une anomalie en comparant le disque à son dossier de fabrication. Le disque est anormalement grand, ce qui signifie qu'il a dû tourner à une vitesse presque inconcevable. Tellement rapidement qu'il a commencé à s'élargir. Le disque s'élargit de plus en plus jusqu'à ce que la limite de résistance du matériau soit atteinte. Là, généralement, il vole en éclats. Et la rupture se fait tellement violemment que les fragments sont éjectés avec une énergie infinie, ce qui signifie que rien ne peut arrêter ces débris du moteur. Ils ont tout détruit sur leur passage. Les câbles, les circuits hydrauliques. Les enquêteurs reconstituent la trajectoire des débris, dont certains ont clairement transpercé le fuselage et l'aile gauche. Ça explique toutes les pannes. Endommageant ainsi les conduites de carburant, les circuits hydrauliques et les commandes de vol. Les enquêteurs savent désormais pourquoi les messages d'alerte se sont accumulés après l'explosion du moteur. Néanmoins, il reste à savoir pourquoi le disque de turbine tournait aussi vite en premier lieu. Les enquêteurs commencent à démonter le réacteur, à la recherche d'une explication à cette défaillance catastrophique. Le disque s'était brisé parce qu'il tournait trop vite. Et cela ne semblait pas lié à un problème de conception du disque lui-même. Nous avons donc reporté notre attention vers le moteur. Un indice important est découvert. Huile brûlée. Dans un moteur Rolls-Royce ? L'intérieur du moteur est noirci par les flammes et couvert de suie et d'huile. Simon Grumet en déduit qu'une fuite d'huile a dû causer l'incendie. Il continue d'examiner le moteur pour trouver l'origine de la fuite. Kevin, à ce moment-là, l'enquêteur en chef est entré dans le hangar. Donc je l'ai appelé et j'ai dit « Kevin, je crois que j'ai trouvé. » À cet instant, je me suis dit que c'était un moment très important de l'enquête. Un petit tuyau s'est rompu, déclenchant une fuite d'huile près du disque de turbine. La pièce qui a cédé est ce qu'on appelle un raccord d'huile. C'est ça qui a failli provoquer le crash d'un A380 ? Les enquêteurs pensent que l'huile s'échappant de la conduite a pris feu et que l'incendie aurait dépassé la température de 1000 degrés.
Réacteur sur numéro 2. Les flammes ont endommagé l'arbre d'entraînement, causant une accélération croissante du disque de turbine jusqu'à sa rupture. L'équipage n'aurait rien pu faire pour l'éviter. Quand un incendie se produit dans une turbine à gaz, c'est presque impossible de l'éteindre. La seule solution, c'est de couper physiquement le moteur. Dans ce cas précis, l'incendie d'huile a pris et a accéléré tellement rapidement que l'équipage n'a eu aucune possibilité de couper le moteur avant qu'il explose. Les enquêteurs ont identifié le principal suspect. Mais comment expliquer la rupture d'un simple tuyau produit par l'un des fabricants de moteurs les plus réputés au monde? Une défaillance qui a failli provoquer la perte d'un appareil à 400 millions de dollars. Lorsque les enquêteurs envoient les débris du tuyau à Rolls-Royce, la cause de la rupture est rapidement identifiée. Un côté du tuyau est bien plus mince que l'autre. C'est ce défaut qui a provoqué la fuite d'huile et donc l'incendie qui a failli mener à la catastrophe. Ce n'est pas étonnant que le tuyau ait cédé. Il faisait 0 mm 35 d'épaisseur. Quelques feuilles de papier. En étudiant le rapport de Rolls-Royce, les enquêteurs apprennent pourquoi le tuyau était dangereusement fin d'un côté. C'était tout simplement une erreur de fabrication. En fait, nous étions assez surpris de constater qu'un fabricant aussi expérimenté que Rolls-Royce se trouve dans cette situation. Le Conseil australien de la sécurité des transports prend immédiatement des mesures pour avertir l'ensemble des compagnies aériennes. 29 jours seulement après l'accident, un rapport annonce que l'incendie à bord du vol Qantas 32 a été provoqué par un raccord d'huile défectueux. Il est recommandé à toutes les compagnies aériennes d'inspecter leur A380. La question c'était, quelles mesures allez-vous prendre ? Martin Dolan, le directeur de l'ATSB, reçoit rapidement la réponse de Rolls-Royce. Si ce problème est détecté sur d'autres moteurs, ceux-ci sont retirés du service. À travers le monde, 20 A380 volent avec les mêmes réacteurs Rolls-Royce. 34 moteurs présentent des conduites d'huile défectueuses. Cette enquête a abouti au retrait du service de tous les moteurs avec des conduites d'huile non conformes. Et Rolls-Royce a modifié en profondeur son système de contrôle qualité. Un logiciel a également été mis en œuvre pour évacuer l'huile du moteur, au cas où ce type d'événement venait à se reproduire. La conclusion des enquêteurs est que l'accident a pu être évité grâce à un équipage bien formé qui a réagi rapidement et efficacement, malgré la défaillance d'une technologie ultra sophistiquée. Matt Licam. Il est resté calme. Il a suivi la procédure et nous avons fait la checklist. Quelle vitesse d'approche? 146 nœuds. Ce n'est pas possible. C'est trop lent. 20 nœuds en plus? 166, ça irait. À 146, ils auraient décroché. Et ça, c'était culotté. Vérification des commandes de vol. En testant les commandes avant d'essayer de se poser, Richard de Crespigny a pu recueillir des informations précieuses sur le comportement qu'allait avoir l'appareil au moment de l'atterrissage. Un sacré équipage. Un appareil moderne comme l'A380 est rempli de systèmes automatiques. Mais tous les systèmes automatiques peuvent tomber en panne. Donc l'intervention humaine sera toujours nécessaire. L'équipage a mis ses efforts en commun pour faire face à une situation difficile. Et ils ont réussi à la surmonter. L'important, ce n'est pas moi, le commandant du vol Qantas 3-2. Ce qui compte, c'est que depuis 110 ans, les pilotes partagent leurs compétences et leur expérience pour rendre les transports aériens plus sûrs. Et je pense que le vol Qantas 3-2 est à tous les points de vue une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation.